La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui devrait donc se mettre en mode pause ce mercredi soir, ne pas toucher à ces taux directeurs qui sont toujours à 3,75%. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, c'est quoi cette écusson? C'est OREP Alumni, vous savez, je suis président d'un organisme de formation qui s'appelle l'OREP, la référence dans le monde de la formation en gestion de patrimoine. Et, voilà, donc, et président aussi de Prime Bio. Absolument. La Fed qui est rentrée, on le sent dans une phase d'attentisme, pause ce soir, voilà. Après, est-ce que cette pause, elle est durable ou pas? Après déjà, 3 baisses de taux, 25 points de base à chaque fois, 25 x 3, 75 points de base, 0,75% de baisse des taux directeurs. Est-ce que la pause va être durable ou pas? Je ne crois pas parce que, et je prendrai le relais des propos de Florence Pisani préalable, je ne crois pas parce qu'elle ne pourra pas le tenir très longtemps. Comme s'il a été évoqué, les États-Unis continuent d'avancer. C'est vraiment les États-Unis, c'est le pays qui est véritablement le champion pour augmenter la taille du gâteau à se partager. La taille de la richesse créée, en fait, produite dans ce pays-là. Alors aujourd'hui, beaucoup à travers les locomotives associées à l'intelligence artificielle. Donc là, il n'y a pas de sujet. On aura toujours de la croissance. Donc là, vous pourriez me dire, du coup, ça va pousser la Réserve fédérale à ne rien faire, puisqu'on a toujours, en fait, cette augmentation de la taille du gâteau à se partager. Mais avec derrière, une inflation qui n'est pas la cible, en plus. Qui n'est pas la cible, mais ça, pour le coup, elle rentre progressivement dans le rang, même si elle met un peu de temps. Ouais. On sent bien, en fait, que les pressions, en fait, déflationnistes, d'ailleurs, il y a d'autres indicateurs, en fait, qui sont plus précis que les calculs officiels, qui nous indiquent, d'ailleurs, une inflation qui serait déjà légèrement en deçà, donc, des 2%. Mais, grosso modo, au-delà de ça, le vrai sujet derrière, c'est le fait que cette augmentation de la taille du gâteau à se partager est mal distribuée. Et du coup, il fragilise. C'est la fameuse économie en cas. Et quel est le avec mandat? Les plus riches qui captent quasiment. Qui captent l'essentiel. Et donc, on a véritablement deux marchés, deux économies. Quand vous regardez les entreprises de moins de 50 employés aux États-Unis, eh bien, pour le coup, d'ores et déjà, l'emploi, en fait, est très orienté vers le sud depuis déjà quelques temps. Et donc, la question fondamentale... Vers le sud, c'est dire en fait baisse. À la baisse, d'accord. À la baisse. Alors que pour les entreprises de plus de 500 salariés, là pour le coup, il continue d'augmenter. Bravo, vous avez compris l'analogie. L'Ouest. Exactement. Donc on a vraiment cette dichotomie-là. Donc ça veut dire concrètement que le socle de la hausse de la richesse aux États-Unis se rétrécit de plus en plus, donc devient de plus en plus fragile et dépendant de quelques entreprises. Et là, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que des niveaux de taux à 4%, 3% ou 2% va influer en quoi que ce soit quant à la dynamique d'investissement des grands acteurs et des grandes locomotives? La réponse est non, puisque là, on est sur des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus structurels, avec des acteurs qui ont les moyens, pour le coup, d'assumer ce type d'investissement, presque quel que soit le niveau de taux d'intérêt envisagé, parce qu'ils vendent des gains de productivité pharaoniques, en fait, dans le futur. Donc, en fait, on a une économie qui continue d'avancer à travers des acteurs qui sont finalement relativement peu sensibles au niveau de taux d'intérêt, quand l'essentiel, la grande majorité de l'économie, pour le coup, elle souffre parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont trop élevés et qui finissent par amputer la demande. Là, j'en veux pour preuve la confiance des consommateurs. Et là, pour le coup, est vraiment au plus bas. Oui, avec une consommation qui se tient. Avec une consommation qui se tient, mais comme évoqué tout à l'heure, qui tient là aussi sur un socle de personnes de plus en plus resserrées, c'est-à-dire des gens qui profitent des gains de productivité actuelle et de la richesse créée, mais là aussi c'est très peu partagé. Et donc c'est là où la politique rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que la Réserve fédérale ne pourra pas tenir très longtemps, parce que déjà, vous avez compris que... donc vous me dites que le mode wait and see ne va pas durer longtemps, Parce que c'est un principe de réalité. Vous savez, les Américains sont des grands pragmatiques. C'est qu'aujourd'hui, c'est trop risqué, en fait, de maintenir ces niveaux de taux-là. Vous avez compris que concrètement, il n'y a pas de surchauffe associée à l'intelligence artificielle qui viendrait du niveau de taux d'intérêt trop bas. Le haut niveau de taux d'intérêt aujourd'hui ne permet plus aux entreprises américaines d'employer et d'embaucher les gens tels qu'ils le devraient et de créer suffisamment de richesse hors intelligence artificielle inclus. Donc il faut remettre du carburant. Donc il faut remettre du carburant. Les marchés attendent entre 1 à 2 baisses de taux cette année, donc c'est pas assez. Non, mais sûr que non, c'est pas assez. Alors déjà, la perspective de changement de président. Alors après, il y a la notion de timing. Donc là, il y a une espèce de danse où, évidemment, vous avez bien vu le combat de coq entre Trump et Powell. D'ailleurs, ce soir, Donald Trump sera énervé de voir que la Fed ne fait rien. Bien sûr, voilà. Mais tout ça est bientôt terminé, tout de même. Donc la question, en fait, du successeur... Terminé, oui ou non, parce que le successeur, il a une voix en tant que président de la Fed, c'est pas lui qui décide, c'est un collège. Oui, mais il y a des pressions, et puis il faut avoir en tête quand même, on est aux États-Unis. On n'est pas en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en Europe où on pense véritablement qu'une banque centrale est totalement indépendante du pouvoir politique. Ce n'est pas vrai, en réalité. En gros, le pouvoir de battre monnaie est un attribut du politique qu'on a un peu mis à distance pour éviter que les politiques fassent n'importe quoi. Ça, c'est notre histoire qui le porte. Aux États-Unis, concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça devient dangereux de laisser des niveaux de taux d'intérêt aussi élevés parce que la base
sociale qui en profite aujourd'hui, parce qu'il faut avoir en tête que Trump est radical vis-à-vis de l'extérieur, mais pas du tout en interne. Il n'a pas du tout augmenté les impôts des entreprises, parce qu'on parle gain de productivité, on parle donc, et que les gens n'en profitent pas, ça veut dire concrètement que ce sont plus les entreprises qui en profitent. Les gains de productivité générés permettent d'augmenter les profits des entreprises. Et ils ne sont pas distribués sous forme de salaire. La seule manière de faire ça, ça serait augmenter la fiscalité des entreprises. Or, Trump a fait tout l'inverse à travers sa loi l'été dernier. Donc, il est pro-business. Donc, il est pro-taille du gâteau. Et il n'a pas d'arme en fait pour essayer de le distribuer de manière convenable pour Qu'est-ce qui vous fait dire, j'entends, mais qu'est-ce qui vous fait dire que d'ici peu la Fed va se déjuger, en tout cas va se mettre à baisser beaucoup plus les taux que ce qu'attendent les marchés? Parce que la politique va faire de plus en plus pression. Parce que en fait, les petites entreprises aujourd'hui, au niveau de taux actuel, sont en souffrance et continuent en fait de licencier. Donc à un moment donné, vous allez avoir un effet d'entraînement et donc les niveaux de confiance des consommateurs font que pour l'instant ça tient. Mais plus le temps va passer, vous voyez, il y a une forme d'inertie dans l'économie. Donc les gens déclarent déjà se sentir en insécurité, et puis progressivement, leurs actes vont être mis en corrélation avec leurs propos. Et donc le risque principal, c'est qu'on ait progressivement en fait un décrochage, et que vous savez, ces petits socles, ces locomotives, finalement, ne compensent plus tout le reste. Et là, pour le coup, politiquement... La Fed en est consciente? La Fed en est consciente, parce que tout de même, je rappelle qu'elle vient de faire 75 points de base. Parce que, attendez, j'ai juste les 75 points de base de baisse des taux directeurs. Ils se font dans un climat où les taux de croissance au troisième trimestre dépassaient les 4%. C'est-à-dire en valeur, la croissance en valeur dépassait les 8%. Et pourtant, elle l'a fait. En valeur, 4% de croissance, non, plus l'inflation, globalement, on était autour de... Voilà, c'est un peu moins de mais on était, de mémoire, on était autour de 8. Donc, il faut voir le déflateur qui a été utilisé. Ça y est, lui. Peu importe. Non, 4,8% voilà, de croissance. Non, 4,4 ou 4,8 Quel trimestre? Troisième trimestre. Troisième trimestre, autour de 4, autour de 4, 4,4. Ouais, 4,4, voilà, c'est ça. Bon, peu importe les chiffres, vous avez compris, beaucoup de croissance qui ont quand même entraîné et autorisé en fait la Banque centrale américaine à baisser les taux directeurs de manière relativement sensible. Vous voyez, donc la sensibilité de la Fed est très forte à la question de l'emploi plus que de la croissance. Aujourd'hui, parce qu'elle comprend que les niveaux de croissance qui sont atteints aujourd'hui... 50 000 créations d'emplois en 2025 par mois aux États-Unis, il n'y a rien de grave non plus. Hein. Oui, mais c'est pareil, en fait, progressivement, et c'est ce que disait Florence Pisani à juste titre tout à l'heure, en fait, le socle, encore une fois, la question, c'est la bonne distribution. Ouais. Est-ce qu'on avance avec des fondations qui sont solides et bien distribuées, ou avec un seul pilier qui, en fait, tient la totalité? Donc, il y a une forme, à un moment donné, de danger associé au fait de choisir ce prisme-là. Et alors, c'est intéressant parce que vous verrez, on en reparlera probablement, mais... Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Donald Trump va être un peu comme son idole. Vous savez, l'idole de Donald Trump, c'est William McKinley. Lors de son discours d'investiture le 27 janvier dernier, il a dit « Moi, mon idole en termes de président, c'est William McKinley, dernier président du 19e siècle aux États-Unis. » Et c'est intéressant de revenir là-dessus pour bien comprendre ce qui va se passer, probablement dans les trimestres à venir. Et la Banque centrale américaine devra être, entre guillemets, au pas par rapport à ça. C'est qu'à l'époque, pour William McKinley, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre à l'Espagne parce que l'Espagne refuse de lui rendre Cuba, et il fait des droits de douane. Vous voyez, donc grosso modo, la politique de Donald Trump. Sauf que c'est en 1897. Sauf que il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et comment ça se termine tout ça? Avec une politique qui devient radicale, non vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de l'intérieur. Et ça aboutit à Theodore Roosevelt, 1901, où la seule ligne de son programme, c'est « je découperai les gros ». C'est ça, je découperai des gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la radicalité aujourd'hui... Les gros, on parle des contribuables ou des... Non, des grosses entreprises, et justement de ce socle. Là, c'est la tech américaine. C'est la tech américaine, c'est la fiscalité. Jusqu'à maintenant, Donald Trump n'est que radical vis-à-vis de l'extérieur, ce qui lui permet de protéger la taille du gâteau à se partager. Là, il est bon. Mais sauf que le problème en interne, et on le voit bien à travers finalement l'effilochage progressif de ses soutiens politiques, de ses électeurs, vient du fait que la question aujourd'hui n'est pas celle de la taille du gâteau à se partager, mais la manière dont on le partage. Et donc c'est d'abord en fait une question plus de gauche qui amène peut-être demain de la radicalité politique sur ce plan. Mais d'ici là, en tout cas... Et donc tant qu'on n'en est pas là, eh bien, le politique, la seule solution pour qu'il s'en sorte, puisque Donald Trump ne veut pas, en tout cas à court terme, aller dans cette direction-là, c'est-à-dire, en gros, le vrai risque aux États-Unis, c'est une question de l'augmentation forte de la fiscalité. Alors, ça ne sera peut-être pas lui, ça sera peut-être son successeur, mais vous verrez, c'est obligatoire pour répondre aujourd'hui aux problèmes actuels. Et la seule manière de s'en sortir à court terme, pour éviter que, justement, ça gronde trop, c'est que les taux baissent. Et donc, à mesure que les midterms vont arriver, il va faire pression encore plus sur la Fed, il y aura un changement de président. Exactement. Et ça marchera. Et ça ne peut que marcher, et je rappelle aussi que... Donc pas une ou deux baisses de taux, selon vous? Non, on sera entre nous, pour le coup, on serait plutôt autour de 2,5 à 3% sur les taux directeurs. Donc ça veut dire 100 points de base.
Oui, on en avait parlé déjà. Oui, bien sûr. Oui, je me rappelle. Pas changé. Vous savez, on ne change pas en fait d'une Et je vous ai semaine à répondu l'autre. que 2,5, j'y croyais pas trop. Mais... Voilà, mais bon, entre 2,5 et 3, en fonction du timing, c'est-à-dire des tensions associées, parce que, c'est nécessaire d'un point de vue politique, sinon, pour le coup, on va avoir en fait des changements qui seront... Donc la pression va être colossale. Et puis attention, à 6% de déficit public, ça se paye quand même. Ça coûte cher, finalement, les émissions. Ouais, sauf que ça se finance à long terme et pas à court terme. Oui, mais attention, c'est-à-dire que les 2,5 à 3% de baisse des taux directeurs se traduiront aussi à travers une baisse des taux longs. En tout cas, c'est notre scénario central. Oui, ça peut se tendre aussi, la courbe peut se quantifier, on ne sait pas ça. Oui, deuxième pari. C'est notre métier, en fait. C'est notre métier, en fait, pour le coup. Donc, pour nous, on est vers une baisse globale de la courbe des taux, pilotée évidemment par une baisse plus importante des taux directeurs, mais on aura aussi, parce que vous savez, quand on parle de la faiblesse et de la fragilité des Américains, c'est moins les taux directeurs qui les impactent que les taux longs. Ouais. Donc le vrai sujet, c'est celui-ci. Donc vous verrez peut-être que, alors on verra en 2026, on est à 4,20 un peu tôt, 4,20 sur les Américains. Les Américains étant tellement des pragmatiques, étant tellement loin en fait d'être des idéologues, peut-être que s'ils en ont besoin, pour éviter, et si les taux longs ne baissent pas, ils pourront être amenés à refaire du quantitative easing. Je l'ai déjà dit en fait, à nouveau. On est toujours marqué aussi dans le modèle de prévision par ce qui vient de se passer. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de prolonger ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Non, c'est naturel, c'est humain. Mais pendant 3 ans, on a eu quoi ? On a eu augmentation des taux directeurs et quantitative tightening, baisse de la taille du bilan. Ouais. Mais attention, il y avait des raisons à cela, les raisons disparaissant. En gros, les plus devenant inférieurs au moins pour imputer ce type de politique. Et puis on bascule vers d'abord la baisse des taux et peut-être même du QE pour faire baisser les taux longs à terme qui sera l'objectif. Trump va gagner son bras de fer avec la Fed, selon vous ? Et nous sommes convaincus depuis le départ que les banques centrales n'ont jamais été littéralement indépendantes, puisque d'ailleurs, je rappelle tout de même que ceux qui désignent les gouverneurs sont la plupart du temps des politiques. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.